Dans le volet d'aujourd'hui, je viens te parler toujours des émotions. Pour compléter ce que j'ai pu te dire sur la définition, qu'est-ce qu'une émotion, et que maintenant tu as en tête l'idée que, ok, les émotions te traversent. Elles durent en moyenne 2 à 3 minutes pour les plus longues d'entre elles. Donc c'est un phénomène défini dans le temps, court, qui te traverse, qui peut être le reflet donc de ta pensée, d'un phénomène cognitif, c'est-à-dire que le simple fait d'évoquer un souvenir dans ta tête peut te faire te sentir dans ton corps, sentir l'émotion que tu as ressentie au moment où ça s'est passé, ce fameux souvenir. Donc il y a un vrai pouvoir de l'esprit, de la tête, qui peut générer des émotions dans notre corps. Mais il y a aussi des émotions qui surviennent de par la perception qu'a notre système nerveux d'un environnement. Donc ça, c'est quelque chose qui se passe effectivement pas différé dans le temps, mais à un temps T. Notre système nerveux est en permanence en train de communiquer avec notre environnement extérieur, avec notre environnement intérieur aussi. Et il met en communication tout ça pour se dire, ok, est-ce que je dois percevoir des signaux de danger ou est-ce que je suis en sécurité? Et pour, encore une fois, mettre ces réponses physiologiques en place. Donc maintenant que tu as à l'esprit ce qu'est une émotion, pourquoi elle te met en mouvement, à quoi elle correspond et qu'elle dure un certain temps, j'aimerais aujourd'hui t'apporter des précisions sur des concepts autour finalement de cette notion d'émotion. Le premier concept que j'aimerais discuter avec toi aujourd'hui, c'est ce que j'appelle les schémas émotionnels. En fait, on a en quelque sorte, exactement comme si ça te parle d'avoir des schémas de pensée, c'est-à-dire c'est des patterns, comme on dit en anglais, des façons qu'on va avoir typiques de pensée. C'est-à-dire, pour la pensée, on va parler de croyances, et c'est ce qu'on pense régulièrement en fait. C'est des choses qu'on ne remet pas en question, qui sont des pensées, et qui sont des choses qu'on se redit régulièrement, et qui sont là. Enfin, ce sont nos schémas de pensée. C'est-à-dire que face à telle situation, on a tendance à se dire si, ça. Voilà. Et puis, donc, nos schémas de pensée sont des choses qui se répètent. C'est là l'idée du schéma, c'est comme un circuit qu'on emprunte régulièrement. Et comme on a des schémas de pensée, eh bien, on va avoir, exactement à l'image de nos schémas de pensée, des schémas émotionnels, qui peuvent d'ailleurs être calqués sur nos schémas de pensée. Si on se dit « je suis nul », l'émotion, eh bien, je sais pas, c'est de se sentir vraiment dévalorisé, tout petit. Voilà, c'est l'émotion dans laquelle on se sent, une émotion a priori plutôt inconfortable. Et autant de fois qu'on se dira « je suis nul », on ressentira cette émotion dans notre corps. Et donc on ressentira le fait d'être nul. Si on se dit quoi qu'il arrive, moi je suis avec des gens que j'aime et je sais que je passerai une bonne journée, dans ta façon de te sentir, ce sera différent. Donc j'aimerais que tu aies à l'idée que il y a un petit pool, parce qu'on est des êtres de répétition et on aime bien retourner un peu toujours vers les choses qu'on connaît. Donc on a des schémas émotionnels, et si ça te parle en tout cas, essaye de lister dans ta tête les 10-15 émotions les plus régulières chez toi. Ça peut être quelque chose, une conscience que tu peux mettre là sur quels sont mes schémas émotionnels que je répète en fait. En général, évidemment, ces schémas émotionnels sont aussi à l'image des émotions dans lesquelles on a baigné enfant, nos tuteurs, nos enseignants sur le point de vue des émotions, donc souvent nos figures d'attachement, nos parents, notre cadre, notre environnement éventuellement familial, voire scolaire, amical, bref, les gens qu'on a vus évoluer, qui nous ont appris, c'est finalement à vivre nos émotions, ou pas, mais en tout cas on les a regardés et on a pris pour modèle. Eh bien, on va répéter des schémas comme ça. C'est ainsi que, des parents qu'on a eu particulièrement colériques, des parents très, ou au contraire, qui étaient très calmes. C'est des schémas qu'on va avoir tendance à reproduire. Donc c'est intéressant de commencer à te dire aujourd'hui,
ok, j'ai des schémas émotionnels. Si je devais faire une liste là, et tu peux complètement la faire là, me l'envoyer sans problème, eh bien, c'est se dire, ok, quelles sont les 10, 15 émotions que j'ai l'impression de ressentir de manière récurrente. Commencer à se rendre compte qu'on a des schémas, c'est pouvoir s'en extraire, si en tout cas il y a des choses qui ne nous conviennent pas. Aujourd'hui, c'est un mode que ton corps a mis en place, que ta tête a mis en place pour de très bonnes raisons. Il ne s'agit pas de juger qu'on ait tendance à ressentir ci ou ça. C'est comme un héritage, en quelque sorte, finalement inconscient de la manière qu'on a de se sentir. Donc là, on est en train de commencer à mettre de la conscience là-dessus. Ça ne sert à rien de se juger. Petite parenthèse que j'aimerais faire sur ces schémas émotionnels, c'est les schémas respiratoires. Donc, je t'ai parlé de schémas de pensée, de schémas émotionnels, et j'aimerais que tu aies à l'esprit que tes émotions, donc la façon que tu as de te sentir dans ton corps, face à telle situation, de t'être senti comme ci ou comme ça va s'imprimer dans la manière que tu vas avoir de respirer. Et on va avoir des schémas respiratoires. La respiration, c'est tout un pan et tout un chapitre auquel on va se consacrer à un moment donné ou à un autre, puisque c'est notre plus belle porte d'entrée de régulation de notre système nerveux, donc de régulation de nos émotions. Mais ce que j'aimerais que tu aies à l'esprit, c'est que au-delà du détail, tu as, j'imagine, en tête quand même l'idée de cette inspiration, expiration, et donc la durée de notre inspiration, de notre expiration, comment on mobilise quelle partie, même si on respire évidemment avec nos poumons, mais quelle partie du buste, du corps on va solliciter. Est-ce qu'on fait une inspiration totale ou est-ce qu'on a une respiration superficielle? Donc toutes ces nuances qu'on peut avoir dans la respiration, en fait, sont le reflet aussi de nos émotions. Et ce que je trouve particulièrement intéressant et que j'aimerais que tu aies à l'esprit pour t'imaginer le lien entre respiration et émotion, c'est qu'aujourd'hui, tu as des schémas respiratoires. Et que, par exemple, quand tu ressens de la joie, tu as un schéma respiratoire, c'est-à-dire que tu as une manière de respirer qui est propre à l'émotion de la joie. Toi, je dis bien toi, parce que peut-être que chez le voisin, ce serait autre chose. Et donc, aujourd'hui, si on arrivait à imager, à donner quelque chose de très précis sur comment toi tu respires quand tu es dans la joie, eh bien là, si je t'attrape dans la vie, tu es là au volant en train de commencer à stresser parce qu'il y a des bouchons, et que je te fais respirer comme toi, tu as tendance à respirer quand tu es dans la joie, tu vas générer de la joie. Donc ça veut dire que ton schéma respiratoire va activer l'émotion, même quand toi, a priori, c'était pas l'émotion que tu étais en train de ressentir. Donc je trouve ça très très beau, et ça nous permet de nous détacher aussi, encore une fois, du cerveau tout puissant, du cerveau qui contrôle tout. Mais non, si on respire bien, et si on respire selon une façon qui a de nous faire nous sentir d'une certaine façon, par exemple, encore une fois, la joie, on peut activer ça. Donc c'est très très beau d'avoir cette idée de schémas de pensée, certes, qui peuvent être à l'origine de notre schéma émotionnel, mais schéma respiratoire. Et donc, en tout cas, des autoroutes qu'on a, nous, de la pensée, des autoroutes de l'émotion, des autoroutes dans nos façons de faire qui sont des choses inconscientes, qu'on n'interroge pas vraiment et qu'on fait de manière automatique. Et c'est là où aujourd'hui j'interviens et je mets de la conscience. Deuxième concept que j'aimerais t'apporter aujourd'hui, c'est le concept de 50-50. Dans la vie, nos émotions, c'est 50-50. Ça peut paraître tout bête, ça peut paraître discutable, mais j'aimerais juste apporter cette notion pour que tu commences à l'avoir à l'esprit, pour accepter qu'il y a 50% d'émotions agréables, galvanisantes, qui nous enlacent et c'est tellement bon de se lever dans ces émotions. Mais il existe, en miroir, comme une loi un peu quelque part métaphysique de notre monde, l'opposé. Et l'opposé, c'est une émotion désagréable, une émotion difficile à ressentir, une émotion inconfortable. Je te pose aujourd'hui le concept du 50-50 pour que, quand tu évolues dans ta vie, eh bien, quand tu es dans le positif, et comme cette belle expression dit, quand ça va bien, profite, quand ça va pas, patiente. Donc j'aime bien cette idée, et je peux la connecter ici au 50-50, qui est, quand ça va bien, profite. Donc dis-toi, ok, je suis dans la partie du 50% positif, du 50% où ça va bien, mais surtout accepte cette idée du 50% négatif.
Pourquoi ? Parce que la vie est contraste. La vie existe par les opposés. Et si tu te disais que tu ne pourrais pas ressentir la joie ou que tu ne pourrais pas ressentir l'amour si tu n'avais pas, la tristesse, si tu n'avais pas la haine. Toutes ces émotions-là vivent par contraste en nous intensément et c'est normal de ne pas ressentir que des émotions positives. L'image que j'ai envie d'utiliser ici, c'est le tableau de bord. Le tableau de bord avec les voyants, que ce soit un tableau de bord pour piloter un bateau, un avion, une voiture, peu importe. Ces voyants servent tous à quelque chose. Il y a le voyant rouge qui dit bou 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 bou, alerte maximale, ton moteur est en train de chauffer, je ne sais pas quelle partie de ton moteur est défaillant. Mais le voyant rouge, que je pourrais donc évidemment faire l'analogie avec l'émotion inconfortable, vient nous apporter un message. Donc on veut des voyants rouges, on veut ressentir des émotions négatives, des émotions désagréables. La colère, la tristesse, la rage, le fait d'être dévasté, le fait d'être irrité, saoulé, le fait d'être sur cette défense-là, ce sont des émotions qui viennent toutes nous apporter quelque chose, qui viennent dire quelque chose, dire que quelqu'un nous manque, dire que on est rentré sur notre territoire, qu'on est en train d'empiéter sur quelque chose qui est important pour nous. Quand on a de la colère, ça peut être tout à fait noble. Tout est après une question évidemment de qu'est-ce qu'on fait de cette colère, comment elle nous traverse et comment on traite les autres autour de nous. Mais être en colère ne veut pas dire qu'on a le droit de maltraiter les gens. Être triste, bon en général on ne maltraite pas les gens quand on est triste, mais voilà, c'est cette idée de 50-50, c'est vraiment pour que tu ouvres complètement la porte aux émotions de manière générale et aux émotions négatives en particulier. Parce qu'aujourd'hui, tu n'as pas besoin de moi pour ressentir des émotions positives. Tu ne consultes pas une coach pour dire « aide-moi à me sentir totalement dans l'amour, dans la joie ou dans l'excitation ou dans l'exaltation ou dans le... » Voilà, pas du tout. Tu ne me consultes pas pour ça. Tu me consultes parce que tu dis « je me sens pas bien, c'est inconfortable, je me sens régulièrement en colère, j'ai tendance à réagir à mes émotions, etc. » Et donc, c'est plus sur les émotions négatives qu'il y a un travail à faire. Un travail d'acceptation. Accepter la part négative, si je peux dire, accepter qu'il y ait des voyants rouges qui s'allument, c'est entendre les messages qu'ils portent. Parfois, ça peut être un besoin, ça peut être une limite. Donc, mettre pause sur comment on se sent, se sentir mal et apprendre à être traversé par une émotion, tu sais que tu peux l'accueillir, tu sais que tu peux connecter avec tes sensations physiques, que ça peut prendre quelques minutes, que tu peux faire un rapport à ta coach, dans ta tête, peu importe, mais que c'est quelque chose qui se joue entre toi et toi, eh bien c'est le meilleur moyen que l'émotion dure moins longtemps, qu'elle se représente moins fréquemment et qu'elle vienne moins souvent toquer à ta porte parce que tu en auras tenu compte. Si tu vois le voyant rouge et que tu dis « j'ai un problème dans le radiateur », tu peux essayer de régler ton problème dans le radiateur, voilà, pour que le voyant ne se rallume pas. Alors, il y aura peut-être un autre voyant, un autre voyant rouge qui viendra témoigner d'autre chose. Mais on le veut. On veut souffrir, par exemple, de la douleur de la brûlure quand on met notre doigt sur le feu. C'est une maladie très très grave que de ne pas ressentir la douleur parce que du coup, on maltraite significativement notre corps si on ne ressent pas la douleur. Donc, on veut ressentir les choses négatives. Et ce concept de 50-50, c'est pour que tu navigues là-dedans et que tu te dises « Ok, où est-ce que je suis ? Ah, je suis peut-être dans la partie 50% négative de la vie, des émotions, et c'est ok. » Voilà. Et le troisième concept que j'ai envie aujourd'hui de développer avec toi, c'est l'idée de l'indépendance émotionnelle. Si je t'ai parlé déjà du modèle de Brooke Castillo, il vient t'expliquer que les circonstances sont les choses, les faits qui arrivent, et que entre la manière qu'on a de se sentir, donc l'émotion, et l'extérieur, cette circonstance qui se passe, le fait, il y a un filtre qui est le filtre de notre cerveau, notre pensée, ou le filtre de notre système nerveux qui est en train de percevoir et interpréter à sa façon le monde. Donc, une même circonstance ne fait pas
tout le monde se sentir pareil, parce que nous avons des systèmes nerveux qui sont différents, parce que nous avons des têtes qui sont différentes, et donc, à partir d'une même circonstance unique qui est le Covid, les gens ne se sentent pas tous de la même émotion. Voilà, il y a des gens qui vont être inquiets, il y a des gens qui vont être anxieux, il y a des gens qui vont être perdus, il y a des gens qui vont se sentir challengés pour trouver une solution, il y a des gens qui... Voilà. Donc, c'est vraiment pour avoir à l'idée que l'indépendance émotionnelle, c'est nos émotions ne sont pas dépendantes de l'extérieur, de nos circonstances. Les circonstances, il y a quoi dessus? Il y a par exemple les autres, les comportements des autres, les mots des autres, la météo, ce qui arrive en soi. Ce n'est pas ce qui fait qu'on se sent d'une certaine façon. Donc l'indépendance émotionnelle, c'est vraiment une notion clé, une notion qui nous permet de mettre juste une petite distance entre la façon qu'on a de se sentir et la chose qui est survenue, la circonstance, encore une fois. Ça nous permet de mettre pause, ça nous permet d'accueillir, ça nous permet de ne pas nous essuyer les pieds sur les autres et ça nous permet d'éviter l'écueil de vouloir manipuler les émotions des autres. C'est une grande nouvelle, l'indépendance émotionnelle, ça nous permet donc de prendre la responsabilité, nous, individuels, de comment on se sent et ça nous permet de nous décharger d'une très lourde responsabilité qu'on a, qui est comment les autres se sentent. On oublie ça. Nous ne sommes pas responsables de comment les autres se sentent, nous sommes responsables de comment nous-mêmes nous nous sentons. Donc, on arrête d'accuser les autres, on arrête de dire oui, mais ça c'est toi, c'est à cause de toi si je suis comme ça. Non, on se réapproprie, c'est une bonne nouvelle. On reprend tout son pouvoir personnel, le pouvoir sur nos pensées et le pouvoir sur les émotions qu'elles peuvent générer en nous, parce qu'on commence à mettre de la conscience. Et donc, l'indépendance émotionnelle, c'est vraiment une notion clé pour arrêter d'être trop dans l'interdépendance, si je peux dire, des émotions des autres et en tout cas, nous décharger d'un poids qui ne nous appartient pas et nous réapproprier un poids qui est le nôtre, mais qui n'est pas nécessairement un poids, qui est OK, apprendre à réguler ses émotions, apprendre à vivre ses émotions, apprendre à être traversé par une émotion, apprendre à accueillir une émotion. On est là pour ça, on est là pour apprendre ensemble, donc c'est une bonne nouvelle. Et donc c'est vraiment une idée qui est importante pour moi que tu aies à l'esprit autour de l'émotion. Je terminerai donc ici, juste avec cette idée qu'une émotion ne dure pas, qu'une émotion ne tue pas, et que le pire que tu risques souvent dans ta vie, c'est une émotion. Et souvent, c'est une émotion négative qui te fait ne pas aller vers quelque chose. Donc, je suis contente que aujourd'hui, tu te réconcilies avec l'émotion désagréable et que tu puisses te dire le pire que je risque, c'est une émotion. Parce que quand tu te dis ça, eh bien, tu vas beaucoup plus être en mesure de franchir des montagnes, de passer des étapes, d'amorcer des changements, des transformations. Si, sur la route, eh bien, il y a des émotions désagréables à ressentir et que tu es prêt à les ressentir, que tu ouvres la porte à ces émotions, eh bien, c'est comme ça qu'en fait, tu auras une clé de sérénité, une clé d'apaisement et une clé d'être capable de rester stable sur tes deux jambes, quels que soient les événements finalement qui arrivent et qui te traversent. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu n'as pas mal, ça veut juste dire que tu sais ressentir le mal sans en faire trop subir ou payer les conséquences sur les autres. Donc le pire que tu risques, c'est une émotion. J'espère que cette idée de schéma émotionnel, de 50-50 et d'indépendance émotionnelle sont maintenant un peu plus claires pour toi. Et donc, quelle question j'ai envie de te poser suite à l'écoute active que tu as eue de cet audio ou de cette vidéo? Quelle émotion désagréable tu es prêt à ressentir aujourd'hui? Quelle émotion, là, si je te donne un papier et que tu veux bien signer, tu dis « Ok, là, je suis prête à me sentir... » Voilà. Cite-moi une, n'hésite pas à revenir vers moi, c'est extrêmement important de prendre conscience et d'être volontaire dans le fait de vouloir ressentir des émotions, quelles qu'elles soient, agréables ou non, parce qu'on sait qu'elles ne vont pas nous tuer.